Pierre Anglade, bonjour. Pourquoi écrivez-vous? Bien, tout d'abord, il me faut dire que je ne suis pas très à l'aise avec ce genre d'exercice. Si vous voulez, it's part of the game, comme on peut dire en anglais, mais ce jeu du jeu ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse par contre serait d'en finir avec tous les jeux du jeu et d'en finir avec toutes les formes de pouvoir. Je veux dire toute forme de pouvoir sur l'autre. Je est un autre, si vous me permettez la citation. Et pour ce qui me concerne, moi, il déserte. Ceci dit, je suis conscient de la nécessité, de l'importance de ne plus se taire, donc de parler. De parler non pas pour mettre en avant celui qui écrit, mais parce que par les temps qui courent, il me semble nécessaire, si ce n'est important, de résister par tous les moyens possibles au chaos ambiant. Donc j'essaye humblement de faire ma part, comme le colibri de la métaphore. Aujourd'hui, le nombre, voyez-vous, remplace la lettre. Le monde numérique, c'est la fin de l'humanité. Même les créateurs de Google en sont conscients et le dénoncent aujourd'hui. Donc, que peut-on faire? Que peut-on faire pour sauver la nature, les animaux, ce qu'il nous reste d'humanité justement? Ce livre parle de tout ça. Il ne donne pas de réponse, mais il ouvre les questions. Parce que c'est à l'intérieur de chacun de nous que se trouve la réponse. Pourquoi avez-vous choisi ce titre, La stratégie du saumon? Vous comprenez, le saumon, c'est celui qui remonte le courant jusqu'à l'origine pour donner la vie en mourant. Alors, il m'a paru intéressant, voire important, d'utiliser la beauté du fait comme une métaphore de la possibilité pour chacun de remonter par la connaissance de soi jusqu'à l'origine de ce que nous sommes, pour mourir à l'image et naître en et vers quelque chose de radicalement différent, et ainsi peut-être d'être capable de créer un monde nouveau. L'urgence, vous comprenez, frappe à nos portes. Alors, sommes-nous capables d'écouter pour entendre, et voulons-nous vraiment laisser nos portes et nos fenêtres ouvertes? C'est la question que pose cet écrit à nous tous. Dans vos fragments critiques, vous mentionnez et remerciez le philosophe indien Krishnamurti. Quelles furent vos relations avec le philosophe? Écoutez, Krishnamurti, je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'était un philosophe, mais dans la mesure où la philosophie, l'amour de la vérité, alors on va l'appeler philosophe. J'ai connu Krishnamurti grâce à mon père, lorsque j'étais adolescent,
Et ensuite, j'ai suivi ces conférences, j'ai assisté à ces conférences en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, et, euh, et puis j'ai suivi l'enseignement de cet homme hors du commun jusqu'à sa mort. Et je suis toujours en relation avec les écoles Krishnamurti en Inde. Ce que je peux dire, c'est que bon, j'ai connu les surréalistes, rencontré les situationnistes, et puis bien sûr la psychanalyse. Mais la seule, réellement la seule personne qui ait affecté réellement et durablement ma vie, c'est Krishnamurti. À travers vos écrits, quel est le message que vous souhaitez faire passer? Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, si vous m'autorisez encore une citation. Il n'y a pas de message, il n'y a que des interrogations. Des questions que je pose à celui qui écrit et qui de ce fait peuvent s'ouvrir pour celui qui le lit. Vous savez, la vie est une longue marche. Alors, serions-nous capables de cheminer dans la beauté du non-savoir pour nous suspendre dans nos incertitudes et nous envoler au plus près des étoiles. Vous savez, si nous nous envolions au plus près des étoiles, nous en finirions avec tout discours de vérité. Vous savez pourquoi les anges volent? Parce qu'ils se prennent à la légère. Et s'il devait y avoir un message dans ces écrits, ce serait celui d'une douce injonction que vous me permettrez de formuler dans la langue de Shakespeare. Don't be heavy, be happy.